Cette semaine, dans le balado, on vit avec un monstre et on cherche à détruire un monstre. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Épisode qu'on peut qualifier spécial Japon, je pense. Oui, exactement. C'est rarement arrivé dans une semaine qu'on a 3 films d'un même pays. Ouais. Et c'est comme les sorties majeures en plus. C'est ça. Ben, tu sais, on a sûrement eu 3 films américains, là, mais disons internationaux. Oui, là. c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est tous, j'aime plaisir à dire la bonne blague, c'est tous des géants du Japon. On a le Miyazaki, alors lui, on n'attendait plus de film. Alors, Hayao Miyazaki. Voilà, Koreeda, qui est comme une figure de proue là, des festivals et des distinctions dans le drame. Et Godzilla. Bien sûr, la mascotte nationale du Japon. Mais, avec Mario, peut-être. Ouais, puis on dirait même Mario, autant ça l'est, on dirait que dans l'imaginaire, c'est rendu américain. Là. Ouais. Mais oui, c'est Nintendo, c'est japonais et tout, mais on dirait que dans la culture populaire, le dessin animé, tout, il a tellement été avalé par, je sais pas, c'est ça, là, les États-Unis, la vente de consoles, ces affaires-là. Tu sais, Sony aussi, c'est japonais au fond. Là. La plupart des consoles, à part Microsoft, là, quand ils sont arrivés avec la Xbox, mais dans mon imaginaire, tout ça est... Écouter des petits bonhommes Sonic quand j'étais jeune qui parlent en français puis en anglais puis tout, j'oublie que ça vient d'outre-mer. Donc, un menu nippon pour les amateurs de films. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est 3 films complètement différents les uns des autres. Absolument. Et donc, avant d'attaquer ces sorties-là, petit tour d'horizon. Ouais, t'avais-tu noté des choses? Moi, j'ai 2 trucs. Ben là, en fin de semaine, il y a le gala... Oui, des cinémas Québec Cinéma. Ouais, c'est ça. Là, je dois avouer que j'ai pas regardé. Là, on est vendredi. Hier soir, c'était celui Artisan, là, parce qu'il y avait une partie des nominations, la musique et autre chose. Écoute, j'ai pas fait les devoirs. J'ai pas eu le temps de regarder ça, mais au pire, la semaine prochaine, on fera... Ben oui, on fera un recap des global, 2. Moi, mais j'ai même pas vu ça passer sur mon feed... C'était hier? T'es certain que c'était hier? Oui, c'est ça, okay. Parce que j'ai vu une story, parce que je suivais... Je reviens toujours à la même chose. Dominique Plante pour la musique des Chambres Rouges. Est-ce qu'il a remporté? Non, il n'a pas gagné. C'est Daniel Bélanger. Okay. Daniel Bélanger, c'était pour Confession, je pense. De Luc Picard, il me semble que c'est lui. Fait que ça doit être ça. Okay. Oui, j'avais vu passer une infolette, là, que c'était le gala des artisans, etc. Oui, Faradar a gagné meilleur maquillage. Bon. Fait que c'est les 2 que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Et il y en a une foule d'autres, mais bon, vous pouvez regarder. Mais sinon, dimanche soir, là, c'est le gala animé par J'ai du temps. Avec là, on va avoir réalisateur, scénario, des comédien, etc. Ben oui. Là, c'est ça. Donc, ben oui, on va faire le résumé de tout ça au prochain épisode. Si on n'oublie pas, oui. Sinon, de mon côté, la semaine dernière, on avait évoqué qu'il y avait comme le Comic-Con brésilien, en tout cas un gros événement de culture pop. Et Denis Villeneuve était présent sur place avec un comédien de Dune pour présenter les 10 premières minutes du film, dont les réactions, les échos semblent très positifs. Les gens ont vraiment aimé ça. Et par le fait même, il a mentionné que l'écriture de Dune Messiah, donc qui serait l'adaptation du 2e roman de Frank Herbert, était en presque terminé, là. Okay. Et est en voie de compléter tout ça. Mais il n'y a pas eu le feu vert. Il n'y a pas le feu vert, non, effectivement. Puis, il a même précisé là, qu'il même s'il avait le feu vert, ce ne serait pas son prochain projet. Non, il allait travailler sur Cléopâtre. Là, il y a plein de projets. Lui, c'est comme il y avait aussi... parce que Cléopâtre, il avait annoncé que c'est Zendaya qui jouait dedans. Ouais, mais il avait comme annoncé rendez-vous avec Rama aussi, d'Arthur C. Clarke, que c'était comme un de ses prochains projets. En tout cas, fait quelques fois. Là, je pense que plusieurs lignes à l'eau. Puis, le premier qui a le budget. Probablement. Mais bref, il a dit pour sa santé mentale, il va prendre une petite pause d'Arrakis et peut-être y revenir dans quelques années. Mais il travaille quand même en amont sur... Et moi, j'ai l'impression que c'est sûr qu'il va y avoir un feu vert. Là. Ce serait très étonnant que le deuxième film de Doom se plante. Ça s'effondre. Mais moi, je trouve ça une bonne chose. Là. Je trouve, pour qu'ils puissent compléter l'univers, ça serait super. Mais que d'attendre, mettons, un petit 8-9 ans puis qu'on continue, je trouve que c'est bien parce que ça fait revisiter plutôt que à tous les 3 ans, il y a un film de Dune. T'sais. Oui, puis d'autant plus que ça ferait un peu miroir au récit, à la progression, parce que dans le 2,
On te retrouve Paul, mais un peu plus vieux, avec Shani, leurs enfants et tout ça. Donc, en fait, non, les enfants, ça arrive après. Les enfants de Dune. Mais en fait, c'est la chute de Paul qui va virer fou un peu et devenir un espèce de dictateur. Donc, ça permettrait... Si Chalamet peut s'approcher de la quarantaine, ça va aider. Peut-être pas autant, mais 5-6 ans, ça pourrait être... Qui arrive dans la trentaine, un peu mature. Là, je pense que ça pourrait être intéressant de... Moi, j'ai l'impression que si, ne serait-ce avec l'ampleur des films qu'il fait maintenant, là, c'est pas des drames intimistes dans un appartement, là, fait que même s'il fait un film avant de revenir à ça, ça va prendre 7 ans. Là, à peu près. Voilà. Donc, fait que voilà pour notre Denis Villeneuve. Sinon, Disney, écoute, je sais pas si c'est signe de 2024, annonciateur, aussi avec... Les grèves et tout ça, que beaucoup de projets ont eu des retards. Ils ont remis des Marvel à l'écran? En fait, ils vont remettre des Pixar. Ah, OK. Les 3 Pixar qui n'ont pas été projetés en salle à cause de la pandémie. Donc, Soul, Turning Red et Luca vont prendre l'affiche à un mois d'intervalle. Donc, un premier en janvier, l'autre en février et le 3e en mars. Donc, Soul en janvier, Turning Red en février et Luca au mois de mars. OK. Fait que je sais pas si c'est une question d'aller chercher un peu de sous parce qu'on sait que Disney 2023 ne sera pas leur année à laquelle ils s'attendaient. En plus, c'était l'année du centenaire et tous leurs films se sont écrasés au box-office. Écoute, c'est une année catastrophique pour Disney. Là. Les super-héros et tout. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé des films du calendrier de 2024. Fait qu'ils ont un petit... Mais tu sais, il y a quand même eu Avatar en 2022-2023. Oui, là, écoute. Ils sont pas à plaindre. Ils vont pas faire faillite. Là, mais... Non, puis tu sais, quand tu es aussi dominant pendant 10-15 ans, ça se peut que tu aies une mauvaise année. J'espère qu'ils ont mis de l'argent de côté. Mais c'est ça. Comme un jeune sportif ou une vedette rock là, qui flambe tout son argent et qui oublie de payer les impôts. Sachez donc, si vous êtes amateur inconditionnel fou d'animation et de Pixar, vous aurez l'occasion d'aller voir ça. Je ne sais pas si ça va être en sortie limitée, que pour les États-Unis ou le Canada, ça va être... C'est sûr que ça ne sera pas des grosses sorties de 4000 écrans. Là. Non, c'est ça. Écoute, j'ai pu comprendre que ça allait être Canada aussi. OK. Puis, mais tu sais, reste à voir qu'est-ce que les propriétaires de salles vont faire au travers de ça. C'est-à-dire qu'on voulait ces films-là il y a 2 ans. On avait, les salles avaient fait de la publicité, on recevait des affiches, des affaires, des bandes annonces. Puis là, finalement, on l'enlève, puis on le met juste en ligne. Puis c'est à cause de la pandémie, ça va être mieux. Puis c'est au moment où ils lançaient la plateforme, ils voulaient la nourrir de contenu. Puis là, ils se rendent compte comme, là, finalement, on n'a rien, on va l'envoyer. Fait que, tu sais, beaucoup de cinéma, par exemple, joue pas du Netflix parce que les conditions de mise en marché sont pas totalement réglo dans les conditions d'une sortie en salle. Tu sais, on te le donne juste un peu, puis après ça... c'est tout le monde sur la plateforme. Fait que ça se peut qu'il y en a qui boudent un peu. Tu sais, tu boudes pas l'ensemble de Disney, mais ces 3 titres-là, regarde, c'est pas des primeurs. Tu voulais pas à l'époque. Là, à cette heure que t'as rien, tu veux que j'y prenne. Mais quand je prends ce film-là, c'est quelque chose d'autre que je joue pas. Fait qu'à moins que au moment de faire le booking, tu considères que c'est vraiment plus lucratif que les nouveautés. Mais tu sais, lucratif, ça fait de l'argent, mais dans le sens que ça intéresse aussi les gens plus que certaines sorties plus nichées. Mais tu sais, un peu, tu travailles toute l'année en coopération avec plein de distributeurs, puis là, t'es tasses pour remettre du vieux stock. En tout cas. Ouais. C'est sûr que ça va peut-être plus servir les mégaplex, comme on dit, où ils ont plein d'écrans. Oui, puis qui sont plus orientés pour une programmation blockbuster américaine, des gros hits qui sont moins dans... Tu sais, cette semaine, les 3 films japonais qu'on parle, pour qu'ils se rendent du Japon jusqu'ici, c'est des films importants puis emblématiques, mais pour bien des écrans, c'est pas grand-chose, là, tu sais. Donc, voilà pour Disney et Pixar. Oui, j'avais une petite 3e nouvelle. Quelques semaines est sorti le film d'horreur Thanksgiving. Oui. On se demandait est-ce que ce serait la naissance d'une nouvelle franchise. J'espère que oui. Ben oui, je te confirme. Écoute, ça aurait été drôle que ta nouvelle soit juste pour dire non. Ben oui, écoute, je sais pas si on profite des déboires du côté de Scream pour prendre l'ascendant sur le terreau du cinéma d'horreur, mais bref. Slasher, oui. Donc, Thanksgiving 2 officiellement annoncé, mais bon, comme toute chose... j'ai l'impression qu'on n'a même pas encore une idée de quelle va être l'histoire. Là. C'est juste que, OK, là, ça fait assez d'argent, on en veut un autre. Sans spoiler la fin exactement et tout, mais il y a un ou des tueurs, il y a une finale à tout ça qui est comme... Je vois pas comment ils vont en faire un autre, mais tu sais... On se disait ça de Scream à l'époque, puis ça a été juste je vais venger la personne qui a vengé, c'est toujours ça. Là. Puis Scream, ça fait 7 films ou 6, puis je sais pas s'il va y avoir le 7e. Ouais. Bref.
Donc voilà, pour les amateurs de slasher. Donc, probablement dans 2 ans. Là, ce serait très étonnant que ce soit pour 2024. Écrit, là, c'est ça. Mais assurément, j'imagine 2025. Donc, tu encore, là, on a-tu confirmé que c'est sûr c'est Eli Roth qui revient? Ouais. Okay. C'est la même gang. J'ai oublié son nom de co-scénariste aussi, là, mais... Ouais. On sait pas encore. Pour les comédiens, j'imagine que ça va dépendre de l'histoire, là, évidemment, là, à moins que... Ouais, puis tout de suite, on peut pas annoncer qu'il revient. Le film est encore... même si ça souffle quand même vite, là, il perd beaucoup de temps d'écran, mais ça fait juste 3 semaines. Fait que d'habitude, on attend un peu avant de dire qui est vivant à la fin du film, qui est mort. Les spoilers. C'est ça. Bande-annonce, écoute, on a profité, je pense, de la sortie d'un monstre légendaire pour annoncer une version américaine de ce monstre légendaire-là qu'on voit à l'écran depuis quelques années maintenant, le fameux Monsterverse qui met en vedette Kong et Godzilla. Ouais, là, Godzilla X Kong de New Empire, qui veut dire... c'est ça que je disais. Godzilla et Kong. Ben, le X, c'est une collaboration. Ok, c'est ça. Mais ça, souvent, tu vas voir sur des vidéos des YouTubers ensemble ou des rappeurs. Maintenant, au lieu d'écrire feat, des fois, on écrit le petit X là, quand t'es vraiment dans le rap et la pop. OK. Fait que je sais pas trop comment ça se prononce. Fait que là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont plus contre. Ils vont s'allier contre un nouveau méchant. Et on le disait justement... d'entrer en onde, j'ai écouté la bande-annonce puis je me souviens même pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je me souviens juste qu'il y a plus d'effets, on retourne en dessous de la terre. Il y a un genre de Kong encore plus gros. Il semble y avoir une civilisation de Kong. De singes géants. Puis ils ont l'air méchants, en tout cas. Ouais, on est encore un peu dans l'espèce d'affaire au centre de la Terre, un mélange de ça et de l'extérieur. C'est encore Adam Wingard à la réalisation, mais est-ce que Alexander Skarsgård est encore là, puis ces personnages-là, Millie Bobby Brown, puis tout, on sait pas trop. Non, le seul personnage qui est de retour, c'est celui de Rebecca Hall. OK, ouais. Mais que je pourrais même pas dire qu'est-ce qu'elle jouait dans le premier film. Elle était une spécialiste, une scientifique, j'imagine, sûrement, ça doit être ça. Mais elle se tenait avec une petite fille. Elle se tenait avec, je sais plus si c'était sa fille. Non, je pense que la petite fille était asiatique. Puis la petite fille, elle communiquait avec Kong. Okay. Fait qu'il se servait de elle. Elle avait un lien parce qu'elle avait grandi avec, je me souviens plus quoi. Fait qu'elle était comme l'espèce de mère aidante de cette jeune fillette-là. Hey, ça nous marque cet univers. Ouais. Mais comme on disait, c'est parce qu'il est arrivé à l'époque de la pandémie, tous les films se tassaient. Ben là, Godzilla versus Kong avait pris l'affiche, puis ça avait eu un certain hit. Fait que, à la grande surprise, ben on produit la suite, on continue. Mais oui, c'est très drôle parce que, tu sais, on s'en vient là, vers Godzilla Minus One, mais qui est vraiment un film japonais. Là. Puis fait que ça, c'est le pendant nord-américain de cet univers-là, qui souvent est plus axé autour de Kong, là, moi je trouvais. Ben, ils ont buildé un peu les deux. T'as eu Kong, Skull Island, puis qui s'en venait, puis là, depuis 2 films, ils s'affrontent ou ils s'enlacent. Mais ouais, c'est quand même drôle. C'est 2 visions complètement différentes. Un avec un budget plus modeste, puis qu'on va pousser à fond les effets spéciaux de ce qu'on peut faire avec le peu d'argent qu'on a, puis l'autre que c'est comme ça coûte 250 millions de dollars. Toutes les vedettes sont là-dedans pour 3 minutes, puis... moi, j'avoue que Godzilla vs. Kong, j'avais pris un certain plaisir. Je trouvais que ça donnait ce que c'était. C'était bien fait. Ouais, c'est le film exemplaire de dire mettre son cerveau à off. Là. Tout à fait. Parce que si tu cherches des problèmes, tu vas en trouver. Là. Ah oui, c'est des incohérences. Oui, assurément. Mais ici, en voyant la bande-annonce, ça m'a épuisé un peu. Je me dis, est-ce que c'est film de trop? J'espère me tromper, puis être agréablement surpris, mais Dans mon souvenir, Godzilla King of the Monsters avait été un échec. Oui. Puis pourtant, il y avait eu versus Kong, fait que ça doit marcher à fond sur les plateformes ou en objet dérivé ou je sais pas quoi. Je sais pas qui a les droits par rapport à tout ça là, versus les créateurs japonais à la base, mais visiblement, ça marche. Parce que, tu sais, alors que des Transformers, on le sait que le film coûte 200, mais il en fait 500 juste en Chine et tout. Oui, plus là, les jouets aussi. Et c'est ça, c'est vraiment une franchise complète. Là. Ouais. On voit pas des jouets et des têtes d'oreiller de Godzilla tant que ça. Là. Quoique, quand j'étais jeune puis qu'il avait fait le film de Roland Emmerich, quand il avait fait son film, là, il y en avait beaucoup. Il y avait une série télé dérivée, que c'était la même esthétique de lézards géants et tout. Fait que, écoute, curieux de voir, mais... je sais pas, je pense qu'il y a vraiment des die-hard fans. Là. J'ai vu passer ces réseaux sociaux du monde dire « Hey, ça, c'est ma franchise. » Okay. Rapide et dangereux, j'ai rien à foutre, mais ça, j'aime ça. Puis les gens ont toujours l'air assez conscients que c'est un peu mauvais, mais que c'est le fun à écouter. Là. Un petit plaisir coupable un peu. Là.
Donc, à découvrir au mois d'avril, ce 5e film de l'univers de Monsterverse. Mais moi, j'ai plus hâte à l'autre film de singe. Planète des singes, voilà. Ouais, c'est ça. Plus petit, plus modeste. Donc, restons dans la thématique Godzilla. Allons-y tout de suite avec Godzilla Minus One. La grosse sortie de la semaine, si on peut ainsi dire, parce que surpris au box-office quand même, il est sorti la semaine dernière dans un certain nombre de salles aux États-Unis, puis il a quand même terminé en 3e place. Oui, exact. Mais tu sais, je vais utiliser pas mon ricochet, juste mon droit de réplique. C'est pas la sortie majeure. Vraiment pas, parce que c'est probablement de tous les films qu'on va discuter, c'est genre lui qui a le moins d'écran cette semaine. C'est juste que ça a fait une grosse surprise. Ça sortait le 1er décembre aux États-Unis. Il n'y avait pas vraiment de date pour le Canada. Ça s'est fait à dernière minute un peu. Je pense que c'est juste le Cineplex Forum qui l'a ouvert la semaine dernière, le 1er décembre. Lui aussi a fait des excellents chiffres. Comme tu dis, en Amérique du Nord, il a fait 11 ou 12 millions week-end. C'était pas une grosse fin de semaine, mais il s'est placé en 3e place derrière Renaissance de Beyoncé, puis Hunger Games. Puis c'est quand même épatant parce que le film est juste disponible en japonais sous-titré anglais, puis les Américains ne sont pas super forts sur les films sous-titrés. Fait que c'est pour ça que le film s'est vraiment démarqué. Mais s'il était sorti un week-end où il y avait eu, mettons, la sortie d'Hunger Games, qui déjà n'était pas une... C'était le Hunger Games qui a fait le moins d'argent de la franchise, là, mais là, il aurait mangé des miettes, là, il serait descendu beaucoup plus bas. Fait qu'il est arrivé dans un trou, il s'est placé là. Ça crée un engouement. Fait que c'est... Malgré lui, c'est comme une sortie plateforme, tu sais. Alors que souvent, la plateforme, ils vont l'annoncer. Non, vous pouvez pas, mettons, Portings, là, qui sort en fin de semaine, mais juste certains écrans. Le reste, c'est le 22. C'est comme volontairement, on fait ça, cette espèce d'attente-là. Là, ici, c'est plus malgré lui, parce qu'il n'y avait pas tant d'intérêt. Là, finalement, il y a un buzz. Fait que là, cette semaine, je sais qu'il y a le Clap à Québec qui l'ouvre. Il y a peut-être d'autres cinémas aussi. J'ai vu que le 15, donc la semaine prochaine, la Maison du cinéma à Sherbrooke l'ouvrait, mais eux, ils le garantissent juste pour une semaine. Okay. Probablement parce qu'il y a tellement de sorties le 21 qui veulent pas l'avoir d'impact. Tous les jeux de mots de pattes et de géants sont ouverts. Fait que bref, je pense que c'est le genre de film qui va faire que des gens vont faire de la route. Des intéressés, on en parle beaucoup. Là, on va peut-être rouler un 30 km pour pouvoir aller le voir. Et voilà. Je m'avance avec une théorie à 5 cents, mais je pense qu'il y a tout un engouement pour la culture asiatique qui est là depuis un certain temps déjà, mais je pense beaucoup avec la nouvelle génération Netflix parce qu'il y a beaucoup d'animés. Oui. Donc, ils en consomment en grande quantité. La lecture, le manga a supplanté la BD traditionnelle en termes de vente aussi. Donc, je me demande si ce buzz-là vient pas avec cette jeune génération-là qui sont friands de ce qui vient de l'Asie, la K-pop et tout ça, puis les ramen et compagnie. Là, exact, parce que là, l'écosystème. T'as raison avec les animés, il faut juste pas tout mettre dans le même bateau, parce qu'il y a aussi la culture coréenne, le cinéma coréen, les téléséries aussi, ça monte en flèche, mais c'est ce genre de asiatique, c'est ça. Non, japonais. Exact, là, comme on pourrait dire tout l'Occident, mettons. Mais bon, fait que oui, je serais d'accord. Mais là, c'est quoi Godzilla Minus One au final? J'ai lu que c'est le 37e film qui met en scène Godzilla. Ouais, et 33e de la Toho. OK. Qui est produit qui est japonais. Les 37 incluent nos amis américains. OK. Ouais. Bon, ouais. Puis, il y a souvent eu des univers, des genres de séries de films avec des kaiju, les monstres géants, Godzilla, Mothra, puis Mechagodzilla, puis plein d'affaires comme ça. Mais là, c'est vraiment un film stand-alone, un film tout seul. On est en 1947, donc juste après la défaite du Japon à la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, qu'on n'explique pas vraiment pourquoi, Godzilla est là, apparaît, sème la destruction au Japon. Puis il y a un pilote kamikaze qui est assez empreint d'un peu de remords ou un manque de courage, là, si on veut, parce que il s'est pas suicidé, là, comme un kamikaze, un pilote d'avion kamikaze, fait qu'il est revenu, il a comme choqué finalement. Fait qu'il est comme lui qui avait rien pour s'accrocher à la vie, a pas eu le courage, là, entre guillemets, là, mais en tout cas dans cette culture-là, de se sacrifier. Puis là, il se retrouve au centre un peu, pas que c'est lui qui est attiré, mais il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment quand il y a des attaques de Godzilla depuis. Puis là, un peu tranquillement autour de ça, on dirait que ça va y redonner un sens à la vie. Et trouvera-t-il le courage d'affronter ce monstre géant? Fait que c'est pas un film qui cherche à expliquer d'où vient Godzilla. Je compare beaucoup avec lui qui m'a marqué là, après 2098 là, avec Matthew Broderick. Là. Que c'était genre, OK, il est né comme ça, l'expérience scientifique, faut le contrôler. Là, c'est plus comme, hey, quand Godzilla sort de l'eau, là,
il pète tout, puis ça va pas bien, puis il pile sur le monde, puis il brise des bâtisses, puis c'est vraiment un cataclysme. Ça me rappelle quand t'es jeune, puis on jouait à Sims, là, tu construis tout... pas aux Sims, à SimCity, excuse. Là, tu construis tout ton univers, puis là, il y a un ouragan, il y a un monstre géant, puis là, t'es comme, ah non, tous mes citoyens, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on comprend, c'est que dans le coin de ces îles-là, la légende de Godzilla existe. Les gens sont au courant que périodiquement, il arrive. Exact. Puis même là, il sortira pas dans J'ai pas vu tous les kaiju, les classiques japonais. J'ai vu plus les versions américaines. Puis quand c'est Gareth Edwards Evans, Edwards a fait, on a parlé de lui récemment, mais quand il a fait Godzilla en 2014, là c'était comme, hey, pourquoi c'est Godzilla, il venait plus aider, puis là il y avait des monstres qui sortaient pour se reproduire, puis là il mangeait, c'est ça, là, de l'uranium, puis des choses comme ça. Tu sais, là, on le sait pas pourquoi il est là, mais il est là, puis c'est une nuisance, puis il faut arriver à le détruire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on est en 1947, ben tout l'armement, on recule de 60 ans là, sur les technologies de 80 ans. Même. Fait que... bref, il y a ce côté-là. Mais tu sais, un film original de Kaiju, il n'y a pas le même pacing que ce qu'on connaît aux États-Unis, là, comme on vient de dire, là, avec le nouveau qui s'en vient en avril. C'est comme scène d'action, puis là, un genre de 35 minutes de scène humaine, puis de comment tu te sens, puis les connexions, puis le désastre. Puis on veut... Le film veut qu'on se lie d'empathie pour certains personnages, pour leur situation, qui vivent... Tu sais, ils viennent de sortir de la guerre, puis d'avoir connu plein de monde, puis la défaite, mais aussi la mort, puis plein d'affaires. Puis là, tout de suite, ça continue, puis c'est pire. Puis là, c'est pas un pays qui les attaque, c'est eux-mêmes. Fait que ça montre une forme de résilience, tu sais. Puis le film, on dirait que s'il avait été américain, il aurait été beaucoup plus patriotique. Tu sais. Il l'a, mais il n'y a pas de drapeau du Japon qui flotte au vent en disant on est le meilleur pays du monde. Mais tu sens que c'est comme, hey, si c'est pas nous, c'est personne d'autre, il faut se démarder, il faut qu'on sorte de cette misère-là entre nous autres, puis tout. Puis trouve les moyens du bord pour essayer d'anéantir un monstre géant, là, qui finalement. Fait que, voilà, je te repasse. Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé. Qu'on situe l'action justement à cette période-là. Ça fait que c'est déjà intéressant. Moi non plus, n'ayant pas vu aucun des Godzilla japonais. Donc, ça a commencé dans les années 50. Là, alors, assurément, les premiers films paraissent très rétro, j'imagine, aujourd'hui, écouter ça. Là, mais des gars dans des costumes avec des maquettes. Oui, mais en même temps, de l'époque que c'était, fait que je trouve ça intéressant. Justement, on ne tombe pas dans la surcharge. Il y a un côté très intimiste. En fait, tout le long du film, probablement aussi parce que la majorité des scènes d'action se déroulent sur l'eau. Il y en a beaucoup, ouais. Énorme clin d'œil, avoué d'ailleurs par le réalisateur Jaws de Spielberg. Là, je veux dire, ça se sent, même dans certains plans, la façon qu'il évoque le Godzilla, évoque très bien le requin. Là. Ouais, il manquait le tin. Ouais, juste ça. Donc, non, c'est impressionnant pour le gros budget japonais, mais très petit budget pour un film nord-américain comparé. Oui. Là, 15 millions US. Exactement, là, c'est ça. Rien, alors que ceux que Warner font sont 250, 200 millions, là, 15 millions. Tu sais. Puis d'ailleurs, le réalisateur Takashi Yamazaki a débuté dans le monde des effets visuels, a travaillé longtemps là-dedans, donc ça paraît qu'il maîtrise. Donc, très bien filmé, intéressant. Donc, oui, il faut... tu l'as mentionné d'entrée de jeu, là, c'est sûr que faut y aller... Comment dire ça? Parce que tu l'as dit que le rythme est quand même assez lent, là, fait qu'il faut je ne dirais pas l'accepter, mais il faut juste s'attendre que c'est pas une version américaine d'un film de monstre. Là, donc, c'est un rythme différent. C'est un rythme différent, donc il faut accepter ça. Mais c'est très payant au final aussi parce qu'on n'a pas une surabondance de monstres, de scènes d'action non plus. Et c'est souvent le cas dans les films américains de ce genre-là où les scènes de combat durent 10-15 minutes de trop. Ça vient juste d'une surenchère puis on décroche alors que là, c'est au compte-gouttes. Chaque fois, on est dans un univers différent. Même si on n'est pas dans Tokyo, mais on reste quand même dans une ville. Il y a une petite séquence aussi où Godzilla débarque dans la métropole et tout ça. C'est quand même assez impressionnant, même si c'est à plus petite échelle. Donc, moi, je suis vraiment content. C'est drôle, je suis pas a priori, je suis un fan du genre, mais comme je dis, les films, la version américaine m'ont bien satisfaite quand même jusqu'à présent.
J'étais vraiment curieux de voir une version japonaise et j'ai été bien servi pour ma part. Moi, ça m'a vraiment bien diverti. Là. Ben, ce qui est bien aussi, c'est que le succès que le film est en train de connaître en Amérique du Nord va aider à sortir les suivants parce que les fans du Festival Fantasia ont vu Shin Godzilla il y a quelques années, Shin Ultraman, toute cette espèce de remouture avec des acteurs de grand talent et tout dans ces blockbusters-là japonais. Mais ça se rend pas ici, là, à part en festival. Il n'y a pas de sortie régulière. Puis là, le fait de voir qu'il y a de la vie, que c'est possible, va aider à démarcher ça. Oui, probablement. Plus d'offres encore. C'est le même phénomène un peu avec le film Bollywood aussi indien. Là. On voit depuis quelques années, il y a comme un engouement. C'est ça. Mais il y a certains cinémas, selon les secteurs, les villes, qui vont se spécialiser. C'est sûr qu'ils ne jouent pas à Rivière-du-Loup, mais tu sais, parce qu'il n'y aurait pas d'attrait tant que ça. Non, mais Montréal, il y en a. Il y a certains cinémas. Puis souvent, c'est drôle, c'est des films qui jouent une semaine, une fin de semaine, des fois une journée, mais qui font comme énormément d'argent parce que les gens se donnent rendez-vous comme une programmation spéciale de ciné-répertoire ou quoi que ce soit. Mais c'est juste comme c'est la nouveauté. On peut pas la jouer 4 fois par jour pendant une semaine, mais on peut la jouer un soir, puis on va mettre 200 personnes dans la salle, puis là, ça marche. T'sais. Puis au niveau du look, le Godzilla m'a plu également. Je crois qu'on avait le bon mix, la créature un peu plus moderne, mais en respectant les origines du gars dans le costume. Oui, hein, c'est ça. Fait qu'on sent que une ça répète ça. Une espèce de grosse cuisse pas très mobile. Genre. Des fois, je me dis, pourquoi il pile sur les choses? Il pourrait passer à côté, puis comme, je pense qu'il est juste vraiment pas mobile, puis que ça y prend déjà toute son énergie juste rester debout. Là. C'est quand même un lézard, là, qui est comme un peu bipède, mais pas trop tant que ça. Il est plus à l'aise dans l'eau, évidemment. Vraiment. Donc, Godzilla -1. Écoute, ratez pas cette chance-là si vous aimez ça, parce je pense pas que le film va rester énormément. Je suis pas sûr qu'il va être ses écrans pendant les ça. fêtes. J'ai l'impression que c'est là jusqu'à temps le run-marée de sortie là, du 22. Là. Ouais. Sinon, allons-y avec un tout autre monstre, avec le titre d'ailleurs Monster en anglais, ou en fait, traduction japonaise, de Hirokazu Koreeda. Oui, exact. C'est lui aussi son 16e film quand même, Koreeda, qui est entre autres connu récemment en 2018 pour avoir gagné la Palme d'Or pour Une affaire de famille ou Shoplifters dans son nom international. Fait qu'ici, avec Monstre, on est dans une ville de banlieue apparemment calme, puis il va y avoir une espèce de dispute entre des élèves à l'école, puis ce qui paraît très anecdotique et très ciblé, deux garçons qui se chicanent un peu, va se révéler éventuellement plus grave, puis tranquillement impliquer plein de personnes dans cette ville-là. C'est ce qui est très intéressant aussi, Koreeda le fait souvent, c'est qu'il n'y a pas un fil conducteur linéaire. Genre. Fait qu'on va voir la vision de vraiment différents personnages tour à tour. Pas trop de flashback puis d'avant non-stop, mais peut-être à chaque fois un peu... on a la vision de la mère, on a la vision de l'enfant, de l'enseignant, même un peu de la directrice de l'école. Puis là, tu comprends, OK, quand lui voyait ça, c'est parce que l'autre faisait ça, etc. Fait que c'est un drame assez angoissant parce qu'on sait pas où ça s'en va, c'est quoi la finalité de tout ça. T'sais, en plus, le titre est assez étrange. Ça a l'air criminel ou surnaturel. Fait que c'est un film, c'est sûr qu'on va pas trop parler de où ça s'en va. C'est sûr, une fois qu'on l'a vu, nous, on discutait de comparables qu'on a vus cette année, mais ça révèle le punch une fois qu'on dit ça. Fait que là, évidemment, on va vous préserver de ça à ce moment-là. Mais Koreeda a toujours une écriture, je trouve. Je dis une écriture, je sais même pas si... C'est pas lui qui a scénarisé. Ouais, c'est ça, exact, c'est ça. Mais en tout cas, il est joint souvent à des projets où... on va dire, c'est un drame. C'est un drame, je n'ai vu plein, mais il y a vraiment une finesse dans la trame narrative, dans le fond, qui vient juste assez nous désarçonner ou nous accrocher là, d'un certain point pour vouloir continuer et non pas le truc prévisible, si on veut. Ouais, donc, tu mentionnais donc Koreeda, qui c'est son premier film, depuis son premier film, qu'il n'a pas écrit lui-même, disant lui-même... c'est ça. D'habitude, c'est lui qui scénarise. Oui, c'est ça, mais il est dans un esprit une espèce de cul-de-sac créatif pour l'écriture. Là. Lui-même, il avoue, alors, il était approché pour réaliser ce scénario-là par les producteurs. Le scénario, là, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un des scénaristes les plus réputés au Japon, là. Surtout pour
la télévision japonaise. Là. C'est comme un des kings. Et le film a d'ailleurs remporté le prix à Cannes pour le prix du meilleur scénario, qui est la grande force du film. Tu l'as dit, c'est au niveau de la structure narrative. C'est vraiment un film. On utilise le cinéma, le pouvoir du cinéma, la façon de pouvoir raconter, de mettre en image. On nous présente un récit, mais qui finalement va être complètement différent à quoi on s'attend au début, à quoi on nous présente. Pour ça, il s'influence évidemment du maître Akira Kurosawa et son fameux Rashomon, un film qui avait fait école, justement, où on a un événement et le film est raconté par les différents personnages. On voit le même événement de leur point de vue, de leur perspective. Évidemment, ça va changer l'histoire. Alors, à ce niveau-là, c'est assez intéressant. C'est le genre de film que j'aime ça arriver, d'avoir aucune espèce d'idée qu'est-ce que je vais me faire raconter. Fait que cette aura de mystère-là fait qu'on est encore plus captif, justement, parce que plus le récit progresse, on se fait avoir un peu. Tu dis, ça va être ce genre de film-là où il va se passer ça. Puis là, finalement, finalement, c'était pas ça ce qu'on nous montrait ou c'est pas tout à fait ça. Fait que j'ai aimé le fait qu'on nous présente quelque chose de très anodin, mais surtout dans la première partie, c'est un peu décalé parce que... C'est très mère-fils, là. Puis, oui, mais tout le lien avec l'école et le professeur qui est accusé là, de peut-être avoir fait quelque chose à un enfant, puis est-ce que ça en cache plus, en cache moins? Puis la façon que le personnel de l'école réagit versus la mère, on réagirait jamais comme ça ici. Fait que tu te dis, est-ce que c'est juste culturel ou il va y avoir quelque chose plus tard? Fait que, il joue beaucoup sur ce code-là, puis peut-être le fait de ne pas trop connaître le cinéma asiatique ou la culture asiatique. Fait que je dirais la première demi-heure, là, c'est un peu décontenançant. Fait que je suis curieux où c'est que ça va aller, où est-ce qu'il va nous amener. Mais finalement, il nous amène dans un beau récit quand même très empreint d'humanisme, un peu récit d'apprentissage en quelque part aussi. Là, Il doit avoir une forme justement comme tout ce que tu soulignes, là, de dire « Hey, comme il me semble que ça marche pas de même ici ». C'est pas une question de dire qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bon, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a un côté critique quand même social de son côté. Oui, effectivement. Et en entrevue, c'est ce qu'il disait. En fait, il s'attaquait un peu à cette forme de politesse japonaise, où les Japonais, je pense, sont connus pour un peuple assez réservé, qui n'expriment pas beaucoup leurs émotions, communiquent pas énormément. Et je pense que c'était beaucoup ça, sa critique dans le film, parce que dans le fond, tous ces problèmes-là... Mais ils veulent pas tant les régler, ils veulent juste les balayer sous le tapis, puis s'excuser, puis qu'on n'en parle pas. Effectivement. C'est littéralement ce que les personnages font. Oui. Et moi, chapeau à la comédienne qui... attends, j'avais noté son nom, Ando Sakura. Qui fait la mère. Qui fait la mère. Ouais. Écoute, j'ai vraiment trouvé très charismatique, très sympathique et crédible comme personnage, comme mère. Elle t'a tellement happé que tu l'as reconnu dans Godzilla Minus One. Moi, je l'avais pas reconnu au départ. Oui, c'est drôle parce que je l'ai écouté hier, puis là, je la retrouve. Parce qu'elle a un rôle plus secondaire dans Godzilla. Oui, dans Godzilla. Juste comme une voisine. Ouais. Mais j'aimais beaucoup cette première partie-là. J'aimais le lien entre la mère et la pré-ado et tout ça. Puis je trouvais que c'était bien amené. Puis, moi, tu sais, je suis pas friand de cinéma asiatique à la base. Okay. Mais celui que j'ai plus embarqué. Je me suis laissé guider. Essayer de devoir tenter de deviner où avancerait le récit, tout ça. Fait que vraiment, vous aimez le drame social, mais... c'est comme... Mais c'est pas social lourd non plus, là. C'est un film qui a été présenté à Cannes. Il était en compétition dans la Palme d'Or. Il a gagné le prix du scénario. Puis... justement, qu'on n'arrête pas de vanter, justement, cette inventivité-là dans... je sais pas si... C'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais cette façon quand même hors norme de raconter une histoire, plutôt que linéaire. Mais, les comédies japonaises se rendent pas ici, là. Probablement que le style d'humour est différent puis que ça marcherait pas, mais un drame humain ou social bien raconté va se distinguer à l'international et va arriver ici. Mais eux autres aussi doivent avoir des films avec 2-3 humoristes qui sont dedans puis un genre de Louis-José Hood de là-bas puis que le film rapporte un succès, mais c'est pas exportable, là, c'est ça. Sinon, il faut que tu t'adaptes complètement tes scénarios, tu fais un remake ou... Voilà, fait que... Fait que c'est pour ça que ce qui arrive, c'est des drames un peu plus lourdeaux à l'occasion. Fait que c'est peut-être pour ça que des fois, t'es comme moins branché par ceux-là, mais... Ouais, mais il y a peut-être...
Mais tu sais, même un film comme Parasite n'est pas venu me chercher. Ah ouais, ok, je sais pas. Il y a quelque chose dans le ton, dans le rythme que j'ai bien la misère avec le cinéma asiatique. Qui, là, on dirait que ça a passé un peu plus facilement. Mais Bong Joon-ho, il me semble, c'est coréen, mais il fait un nouveau film. C'est ce printemps, il me semble. C'est lui qui fait Mickey 17 ou quelque chose comme ça? Je sais plus. Je pense qu'il ne tourne pas aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Ça se peut, à suivre. Mais oui, voilà pour Monstre, qui est disponible uniquement en version originale avec sous-titres français. Puis je pense que je l'avais dit aussi, Godzilla, c'est juste avec sous-titres anglais. Mais ce qui est, je crois, la sortie de la semaine, mais là, tu n'as pas eu l'occasion de le voir, c'est le nouveau Hayao Miyazaki, donc du studio Ghibli, Le Garçon et le Héron, The Boy and the Heron, ou dans son titre japonais que je vous épargne. Puis lui, ben là, déjà, on en jase un peu, c'est que le distributeur au Canada a choisi d'avoir seulement la version sous-titrée français. Fait qu'il n'y a pas... oui, en France, il y a une version doublée en France, mais on n'a pas fait l'acquisition des droits de cette version-là. Fait que c'est sûr qu'on se coupe un certain public, surtout un public familial. Mais c'est pas parce qu'on voulait pas. Mais non, c'est ça, là. C'est pas... chaque cinéma, vous pouvez leur poser la question. Là. Des fois, c'est un choix du cinéma, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment... La version n'est pas disponible pour le Canada. C'est la seule version qu'on peut présenter. Mais qu'est-ce que ça parle, Le Garçon et Héron? On est en 1943, on est dans la guerre du Pacifique, alors que dans Godzilla, on était tout de suite après la guerre, là, on est dedans. La mère de Maito, un jeune garçon de 12 ans, va être tué dans l'incendie d'un hôpital à Tokyo. Puis à peu près un an plus tard, son père va se remarier avec la sœur de sa femme morte, donc avec la tante du jeune garçon, et elle va tomber enceinte. Fait qu'ils vont déménager en campagne dans la maison familiale là, de la famille de sa mère et de sa nouvelle mère. Puis lui, il a un peu de misère à s'adapter à ça, à cette nouvelle réalité. Il n'a pas encore fait son deuil de sa mère, mais c'est très comprenable, je le blâme pas. Mais il va se retrouver un petit peu tourmenté par un héron cendré qui vole autour de l'espèce de domaine, qui on dirait qu'il le pourchasse, qui vient le narguer par sa fenêtre et tout. Puis un jour, en se promenant en forêt, on va lui expliquer qu'il y a une espèce de tour un peu abandonnée, puis personne ne sait comment il est arrivé là. Puis c'est son grand-oncle, je pense, ou grand-père, qui serait allé un jour dedans, puis on l'aurait pu jamais revu. Puis là, le héron va le pousser à aller dans cette tour, qui va devenir une espèce de monde magique. Fait que, le reste, vous le découvrirez en écoutant le film. Fait que, tu sais, Miyazaki, on en parlait récemment, j'ai pas eu le temps de revoir d'autres de ses films. Moi, je n'ai vu que Totoro. Je suis pas le grand maître du grand maître. J'apprécie ce que je vois. Ça me donne envie d'en écouter d'autres. Mais là, les semaines passent vite. Je peux pas juste écouter des films tout le temps. Mais c'est super beau comme film. C'est de l'animation 2D. Ouais, c'est un peu plus rare aujourd'hui. Ouais, des couleurs étincelantes. C'est vraiment la force du studio Ghibli. Je comprends pourquoi c'est de même. Je ferai pas semblant non plus. Il y a clairement des relations avec la mort, avec... le deuil et tout, j'ai pas tout compris. Là. C'est quand même une énigme, là, un peu, là, ce film-là. T'sais, ce qui se passe à l'intérieur de la tour, cette espèce de monde magique entre la vie et la mort, la relation avec le temps n'est pas clair par rapport au réel, là, entre guillemets, là, des personnages. Fait que tu te laisses emporter. Là, c'est comme l'aventure va juste de plus en plus loin, mais la quête est pas si claire que ça. Là. À un moment donné, il essaie juste de retrouver quelqu'un dans tout ce monde-là, mais c'est juste, tu vois pas comment ça va finir, mettons. Là. Mais il y a une fin, éventuellement. Fait que c'est super enlevant, c'est pas terne. Là. On est captivé dedans. T'sais. Ça faisait quand même 10 ans qu'il n'avait pas fait de film. Il avait annoncé sa retraite, en fait, en 2013, après Le vent se lève. Puis ici, il a adapté le roman qui s'appelle « Et vous, comment vivrez-vous » de Genzaro Yoshino. Et le livre lui-même est dans l'histoire. Le garçon reçoit ce livre-là. Puis je pense que c'est un livre qui a beaucoup marqué Miyazaki lui-même. Puis on sent que tout le film est un espèce de legs. Là. C'est drôle, on a eu ça cette année. Là, plusieurs personnes de genre 80 ans qui font des films. Puis il y a un peu ça peut-être avec l'équivalent du Testament de Denis Arcand. Je pense qu'ici, Miyazaki, là, il avait annoncé sa retraite. Finalement, il a eu l'idée, il fait ça. Mais je pense que c'est son dernier. Là. Je pense pas qu'il va retravailler sur un autre film. 6-7 ans avant d'amener celui-là à bon port. Oui, c'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au Japon, il avait décidé qu'il faisait aucune promotion. Fait qu'ils ont juste fait un poster qui est comme une esquisse d'un héron
genre dessiné à gros traits, là, quasiment caricature, puis là, c'était écrit le film de Miyazaki, telle date. Il n'y avait pas de bande-annonce, il n'en voulait pas, etc. Là, évidemment, quand le film a été acheté international, ben là, on l'a mis parce que faut dire que ça vient de lui et tout, là, mais ça fait partie de la mysticité autour du film, qui a ouvert le TIFF en septembre dernier. C'était la première fois que un film d'animation et un film japonais ouvraient le Festival de films de Toronto. Fait qu'il n'a pas gagné de prix à l'international. Je ne sais pas s'il a peut-être gagné un prix au TIFF. Là, je ne sais même plus. On parle surtout du TIFF pour les films qui y sont présentés plus que pour les prix. Là. Ça reste un festival majeur, mais c'est pas comme Cannes, mettons. Là. Mais il doit y avoir genre des gagnants pareils, pas mal sûr. Je pourrais même pas dire c'est quoi qui a remporté cette année vite comme ça. Fait que, bref, c'est comme aventure fantastique qui a des liens à faire avec la vie. On dit que c'est ça, le film se veut autobiographique aussi à sa façon et tout. Je pense que lui-même... je sais plus si ce que j'ai lu, c'était autobiographique de l'auteur du livre ou de Miyazaki lui-même et qui a eu une jeunesse un peu mouvementée comme ça, là, avec un parent mort puis se retrouver avec la famille, c'est ça, des choses comme ça. Fait que voilà, pour le garçon le héron, que je pense va connaître un très grand succès parce que, tu sais, d'avoir un grand maître du cinéma comme ça, il y a cette effervescence-là de dire « Hey, c'est peut-être son dernier film. Ouais. » Il y en a aussi peut-être qui l'ont découvert dans les dernières années. En retard, là, son premier film était en 79. Le gros hype, là, c'était plus des années 80. Là, à partir de 2000, il était moins régulier sur ses films. C'est plus lent. Fait que il doit y avoir pas mal de monde au rendez-vous. C'est ça. Peut-être que si le premier engouement rapidement est bon, il sera pas trop tard pour aller chercher une version française. Ça dépend de ce que le distributeur a en tête puis voit pour le Québec. Là. Des fois, ils ont juste le... Parce que c'est pas un distributeur québécois qui a pris les droits. C'est sûr que quand... mettons, Monstre, elle n'existait pas, mais tu sais, c'est TVA Film, fait qu'eux, ils sont très conscients de leur marché ici. Même s'ils distribuent le Canada, ils sont très conscients du Québec. Là, dans ce cas-ci, c'est J-Kids en Amérique qui se ramasse par Cineplex Pictures qui sous-distribue pour eux. Fait que là, c'est... Le Québec, c'est une pinotte là, dans tout le Canada puis les États-Unis puis tout. Fait que, c'est pour ça qu'il y a probablement que les quelques dizaines de milliers de dollars que ça coûte pour obtenir la version française, ils ont fait comme, laissons faire. Fait que... ne perdez rien à écrire, là, ça peut se rendre, mais c'est ça. Il n'est pas disponible à court terme. Dans les autres sorties, est-ce que tu vas aller le voir, penses-tu? Écoute, ça va dépendre, c'est sûr qu'on est... T'as une voix un peu malade aussi, fait que je sais pas si t'as envie. Oui, il y a ça. C'est sûr que cette semaine, j'ai pas été loin. Je suis pas mal resté à la maison. Mais avec la période des fêtes et les soirées qui commencent, puis je sais pas. Mais c'est ça, on se dit, je vais y aller, c'est sûr, mais dans le fond, il n'y a pas tant. La journée que tu as de lousse, regarde, aujourd'hui, je reste sur le dos. Là, c'est tout. Mais assurément, faut qu'un jour, j'écoute au moins ces films-là. C'est sûr, c'est ça, la fameuse Princesse Mononoke, puis tout oui, aussi. Château dans le ciel, entendu parler en bien. Voilà. Dans les autres sorties, il y a le drame biographique Caravage de Michel Placido. Michele Placido, je sais pas. On est en Italie en 1609, ça date pas d'hier. Le Caravage est accusé de meurtre, c'est son nom d'artiste, va fuir à Rome. Il a fui Rome puis il se réfugie à Naples, pardon. Et il est soutenu par la puissante famille des Colonna. Fait que le Caravage va essayer d'obtenir le pardon, la grâce de l'Église pour pouvoir revenir à Rome. Mais le pape va décider d'envoyer un inquisiteur, l'Ombre, qui va comme enquêter sur lui, donc un peu le suivre par après pour comprendre c'est qui, puis il mérite-tu qu'on le pardonne. Puis parce que dans le fond, ce qui arrive, le Caravage est un peintre qui, son art est jugé très subversif et contraire à la morale de l'Église, c'est-à-dire qu'il va peindre des extraits de la Bible, des grandes divinités, là, c'était pas mal la plupart des toiles qui se faisaient à l'époque, sauf que lui, il prend du monde du peuple, du petit peuple pour le faire. Fait qu'il va aller prendre une prostituée qui va peindre en Vierge Marie. Fait que ça, c'est va servir de modèle. Ouais, c'est ça. Puis autant c'est juste un modèle, on dirait que ça sait qui sont les modèles, là, genre des gueux là, qui servent de modèle pour faire des anges puis des choses comme ça. Fait que là, ça le monde n'aime pas ça. Puis il y a certains moments même, ils vont dire « c'est super beau, mais l'Église n'est pas prête, le monde, on peut pas faire ça. » Fait que ça nous ramène vraiment en arrière, mais il y a des concepts qui sont encore utilisables aujourd'hui. Moi, je savais pas c'était qui. Là. J'ai embarqué dans l'histoire. Ça va. Il est disponible, lui, justement, en français, version française ou version originale italienne. Et il y a deux grands comédiennes françaises dans le film. Il y a Isabelle Huppert et Louis Garrel. Louis Garrel, qu'on retrouvera aussi la semaine prochaine dans Les Trois Mousquetaires, en roi Louis XV. Puis là, ça a comme... La première fois qu'on les voit, c'était comme... Qu'on les voit, oui. On entend leur voix
comme redoublé par-dessus. Je me dis, c'est tout genre de production que tu vois qu'avec les lèvres, ils parlent en italien, mais c'était trop mauvais, fait qu'on l'a redoublé. Puis non, parce que tout de suite après la scène, là, tu sens que c'est vraiment eux. Je reconnaissais la voix d'Isabelle Huppert. Puis j'ai compris que c'est juste parce que, d'après moi, ça arrive à d'autres personnages aussi, au Caravage lui-même. Il y a certains... ils tournent dans des vieux châteaux, des vieux trucs comme ça, puis j'ai l'impression qu'il y a des prises de son qui fait sonner le pet, là, genre vraiment trop loin avec trop d'écho, fait qu'ils ont refait de la post-prod, mais pas toutes les scènes. Fait que des fois, même dans un chant contre chant, tu vas... il y a un petit décalage. C'est très subtil, mais tu sais, c'est comme en musique, là, t'as genre la voix est plus dans ta face. Tu vois qu'elle est plus claire enregistrée devant un micro, tandis que l'autre, c'est comme la prise naturelle. Là. Fait que je trouvais ça drôle, surtout que là, c'est à peu près la première fois que tu les vois. Mais c'est eux, ils parlent vraiment italien. Puis moi, j'ai trouvé ça impeccable. C'est pas un vrai italien parce qu'ils jouent pas des Français. Ils jouent des Italiens. Ils ont juste pris des vedettes internationales comme ça. Fait que... bref, ça me mélange aussi un peu. Des fois, j'étais un peu désarçonné là, parce que on avance en temporalité, puis c'est écrit au bas, mais tu es en 1609, tu remontes en 1558, tu retournes en 1612. C'est comme tout est vieux, là, ouais, c'est ça. Puis c'est le même acteur, puis on le vieillit pas de 40 ans. C'est plus, ça se passe 4 ans avant, ça c'est 2 ans après. Moi, c'est les petites affaires que j'ai accrochées. Fait que peut-être, sachant ça, porter un petit peu plus attention aux dates, mais je comprenais en général que c'est comme si on voit le Caravage qui vit une trame, puis l'ombre, dans le fond, le personnage de Louis Garrel enquête sur lui, puis on voit mais il est un peu dans le futur, puis il court après, là, un peu, là, tu sais, qui remène l'enquête, un peu pour le trouver, mais surtout pour enquêter sur c'est qui ce gars-là, puis c'est quoi ses mœurs, puis est-ce qu'on le pardonne ou pas. Puis on va finir par comprendre, parce qu'il est accusé de meurtre, c'est quoi qui est arrivé, le fameux meurtre, puis était-il responsable et tout et tout. Fait qu'il y a une part de vrai là-dedans, c'est un biopic, c'est sûr qu'il y a des choses romancées. Je sais qu'entre autres, tout le personnage de Garrel, il n'existait pas, là, c'est pour des fins narratives. C'est quand même la débauche, là. On voit des orgies, c'est dépeint, oui, on est en Italie, on est autour de Rome, on louange la religion catholique à fond, mais en même temps, il y a une espèce de... On est dans le petit peuple, on n'est pas dans la bourgeoisie. Il y a Isabelle Huppert qui est un peu plus nantie puis qui vient l'aider un peu au travers de ça, mais ouais, c'est ça. Je trouve ça... historiquement et le contexte intéressant. Là, on a plein de films étrangers ces temps-ci. On l'avait annoncé un peu en novembre, là, le trou avant de reprendre les gros canons américains pour le temps des fêtes. Fait que, bref, voilà pour Caravage. C'est comme, je recommande. Là, c'est pas mon coup de cœur, mais j'ai apprécié aller voir quelque chose que je savais pas, c'est quelqu'un que je connais pas, dans un contexte complètement différent. C'est pas non plus un film qui fait juste l'éloge de la religion, c'est plus... historiquement tous les changements qu'il y a eu. T'sais. Et le documentaire québécois de la semaine, Francoeur, on achève bien les rockers. Connais-tu Lucien Francoeur? De nom, j'avoue que j'en ai jamais écouté. Ouais, c'est ça. À part, je connais le Rapabilly. Oui, ça, voilà. C'est ça. Là, c'est pas le plus... C'est pas ce qui représente le mieux. C'est pas le plus représentatif, mais c'est le plus emblématique. C'est ça, ouais. Voilà. Fait que c'est co-réalisé par Robbie Hart, mais surtout Virginie Francoeur, donc sa fille, qui est l'ensemble est quand même une lettre hommage à son père, mais à la personne et l'artiste qu'il est aussi. Puis c'est qu'elle commence à s'inquiéter pour sa santé parce que c'est un rocker atypique dans son œuvre, mais c'est un rocker classique dans ses actions. D'accord. Fait que même, on s'en cache pas, malgré son âge avancé, il boit de l'alcool à peu près toutes les scènes, tous les plans. On parle de consommation d'héroïne, de drogue récréationnelle, mais assez forte quand même. Je sais pas pour toi, moi j'ai jamais essayé l'héroïne. Puis peut-être que mon Ben pognerait plus. Je me lançais là, comme les vrais. Fait qu'on remonte ça aussi avec des images d'archives. Il y a des séquences d'animation aussi qui sont toutes là, qui sont super bien intégrées dans le film. Fait que c'est vraiment entre le road movie, parce que comme elle s'inquiète de sa santé et tout, elle va décider de retourner en Californie où il a vécu une partie de sa vie là, quand il était à l'âge d'or, là, à l'apogée de son succès un peu. Mais tu sais, c'est un artiste atypique, puis on comprend qu'il est très conscient de ça. Tu sais, il faisait de l'espèce de poésie. Il était beaucoup dans les nuits de la poésie, puis ces affaires-là. Il faisait de l'espèce de poésie chantée sur de la musique rock, avec son look bien à lui, là, les cheveux longs avec un peu calé sur le top. Il y a eu longtemps une espèce de gros afro. Là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est super cool de le découvrir. Moi, je le savais que justement, les galas de la musique indépendante, les GAMIX, ça s'appelle des Luciens, les prix remis.
Puis c'est en son honneur, entre autres. Fait que, ouais, c'est ça. C'est pas un documentaire parfait, mais ça montre... Des fois, je trouve que quand on cible trop un artiste, finalement, c'est pour... faut déjà que tu connaisses l'artiste pour apprécier l'œuvre, on dirait. Là, c'est l'inverse. Ça le présente bien, ça présente qui il est, ça présente aussi, c'est ça, une relation de parent-enfant dans le cas d'un artiste, mais dans quelqu'un qui serait, mettons, super investi dans son travail, tout simplement, puis que autant il aime son enfant, il n'a pas le choix de le délaisser un peu. Éventuellement aussi, la relation avec sa mère, sont comme en bon terme, mais ils sont séparés, fait que ça a arraché de la distance, puis des choses comme ça. Puis c'est une fille qui, elle le raconte, elle se livre aussi elle-même dans le processus à la caméra, qu'elle a eu ses passes rock. Là. Elle dit « J'ai été une enfant difficile à un certain moment parce que j'étais en rébellion », mais que là, c'est plutôt parce qu'elle a énormément d'amour puis d'empathie pour son père qu'elle veut son bien et tout, puis qu'il se ressaisisse un peu. Fait que c'est pas non plus juste une lettre choc sur prenez soin de vous, puis la drogue, c'est mal. C'est plus comme l'amalgame de tout ça. T'sais. Fait que j'ai apprécié, mais c'est assez niché là, comme sortie quand même, dans le cas de Francoeur. Et voilà, c'est assez de films pour cette semaine. Et la semaine prochaine, eh bien, on monte en selle avec Les Trois Mousquetaires, Milady, et aussi Wonka. Hein, c'est la saison des friandises, le temps des fêtes et des abus. On parlait de Dune, alors Timothée Chalamet, mais dans un rôle beaucoup plus coloré. Wonka, qui est pas un musical, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir 2-3 petites chansons et chorégraphies comme peut-être le film de Tim Burton avait été il y a quelques années avec Johnny Depp et tout. Fait que, bref, c'est ça qu'on parle la semaine prochaine, le 15 décembre. Il y a sûrement aussi même des projections le 14. En fait, pour ça, le Trois Mousquetaires, il y a pas mal tous les cinémas là, au Québec offrent le programme double. Ça, c'est trippant, si vous avez manqué le premier film en avril dernier ou si vous voulez juste le revoir pour mettre dans le bain. Des spoiler alert. On a déjà vu le deuxième. On a eu accès au visionnement de presse. Si jamais ça vous donne pas de revoir les deux, il y a quand même un petit recap, mettons, de 1 minute ou 2 au début du film. Si vous l'avez jamais vu le premier, c'est un peu plus lourdeau, là, mais si c'est juste parce que ça fait longtemps, nous autres, ça a très bien fait le travail pour se souvenir c'est quoi. Mais toi-même, tu pensais peut-être y retourner? Moi, je vais assurément y aller. Ça m'intéresse de le vivre back-to-back, de voir ça comme ça. Ouais. Fait que j'ai bien hâte. Je suis content que les salles de cinéma puissent faire ça. Bon, fait que si vous voulez écouter Les Trois Mousquetaires avec une vedette du podcast, rendez-vous dans un cinéma indépendant de la ville de Québec jeudi le 14 décembre pour écouter avec Patrick le programme double. Essayer de le retrouver dans la salle. Ouais, moi, je sais pas. Jeudi, je pense pas que j'ai le temps, mais si on m'invite à aller les revoir, peut-être que je retournerai. C'est vraiment un très bon diptyque qu'on a eu cette année. On en reparle la semaine prochaine. Bref, d'ici là, écrivez-nous balado au singulier à commercial-monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province avec justement Eva Green en couverture avec un portrait sur sa carrière jusqu'à présent, elle qui joue le rôle de Milady, bref. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon saké, bon sushi et bon cinéma.